Karen Carpenter, une icône musicale irremplaçable, a laissé derrière elle non seulement des succès intemporels, mais aussi une vie privée profondément troublée. Lorsque son corps a été retrouvé dans son lit à seulement 32 ans, sa famille et ses fans ont été laissés sous le choc. De son ascension fulgurante avec les Carpenter à son mariage malheureux et à sa lutte incessante contre une maladie mentale dévastatrice, Karen a enduré une douleur que peu ont jamais vue. Pourtant, derrière ces douces mélodies, se cachait une série d'entrelacs romantiques avec plusieurs hommes célèbres. Qui était-il ? Et qu'est-ce qui a vraiment conduit à sa fin tragique et prématurée ? Regardez jusqu'à la toute fin pour découvrir la vérité complète, jamais racontée auparavant. Karen Carpenter est née le 2 mars 1950 à New Haven, Connecticut, dans ce qui semblait être une famille ordinaire, mais remplie de tensions silencieuses et de douleurs cachées. Son père travaillait dans l'impression, fils de missionnaire ayant vécu en Chine, portant avec lui la discipline et la rigidité d'une génération plus âgée. Sa mère, Agnès Carpenter, était une femme au foyer typique, fière, contrôlante et particulièrement biaisée envers l'enfant qu'elle considérait comme le véritable prodige de la famille, Richard Carpenter. Dès son jeune âge, Karen a appris ce que cela signifiait de vivre dans l'ombre de son frère, le grand espoir de la famille, comme sa mère l'appelait souvent. Dans leur quartier de New Haven, les deux frères et sœurs jouaient dehors avec des enfants du coin, les rires se mêlant au bruit sec des balles de baseball frappant les gants. Ironiquement, dans ces jeux, où la force et la vitesse définissaient la valeur d'une personne, la petite Karen était souvent choisie avant son frère. Malgré sa petite taille et le fait d'être une fille, elle étonnait tout le monde avec ses réflexes rapides et son esprit intrépide. Pourtant, dans la vraie vie, Karen était presque toujours choisie en dernier. Agnès ne faisait aucun effort pour cacher son favoritisme. Elle se souciait de chaque note de Richard, de chaque réussite, tandis que Karen n'était louée que pour son obéissance ou pour avoir aidé son frère. En fait, la famille a finalement déménagé à Los Angeles uniquement pour soutenir la carrière musicale de Richard, pas celle de Karen. Adolescente, Karen aspirait à ce que sa mère reconnaisse son propre don musical, mais ce jour n'est jamais venu. Son chemin vers la musique est venu d'un endroit inattendu, l'école. Un camarade de classe nommé Frankie Chavez, le batteur de la fanfare de l'école, a éveillé sa curiosité. Karen était attirée par le rythme sauvage mais précis des tambours, un son qui semblait à la fois chaotique et ordonné. Elle a commencé à emprunter la batterie de Frankie pour s'entraîner. Et en seulement quelques essais, elle l'a stupéfié avec son sens naturel du rythme. Ringo Starr, le légendaire batteur des Beatles, est devenu l'idole ultime de Karen Carpenter. Elle rêvait un jour de jouer de la batterie comme lui, possédant même le même kit de batterie Ludwig qu'il utilisait. Mais ce set coûtait $300 à l'époque, un prix élevé pour la famille Carpenter, équivalent à plus de $1 500 aujourd'hui. Karen a supplié ses parents sans relâche, utilisant tout son charme et sa persuasion jusqu'à ce qu'un événement miraculeux se produise. Ils ont dit oui. Le jour où Karen a enroulé ses bras autour de son premier kit de batterie Ludwig, elle avait l'impression de toucher son rêve. À partir de ce moment-là, ses après-midi étaient remplis du rythme résonnant des tambours provenant du garage familial, où une fille mince aux cheveux bruns soigneusement attachés se perdait dans le rythme. Elle a rapidement formé un groupe de filles appelé 2+2, déterminées à prouver que les femmes pouvaient être batteuses aussi. Quelque chose d'à peine entendu à l'époque. Mais ce premier rêve n'a pas duré. Lorsque Karen a suggéré d'inviter son frère Richard à se joindre à eux, les autres membres ont vivement protesté, l'accusant de trahir l'esprit entièrement féminin du groupe. Le groupe s'est dissous peu après. Cet échec précoce, cependant, ne l'a pas arrêté. Karen, Richard et un joueur de tuba ont formé le Dick Carpenter Trio. Pourtant, Karen gardait un secret pour elle. Bien qu'elle possédât une voix envoûtante de 3 octaves capable d'éblouir n'importe quel auditeur, elle restait cachée derrière ses tambours, laissant les artistes invités prendre le micro. Le trio jouait dans des clubs de nuit et est même apparu dans l'émission de talent The All-American College Show. À seulement 16 ans, la voix de Karen a attiré l'attention du producteur Joe Osborne qui s'est arrêté pour écouter. Il l'a invitée à enregistrer Looking for Love,
une chanson écrite par son talentueux frère, Richard. Le single n'a pas fait de vagues. Il n'a réussi à se classer nulle part aux États-Unis. Mais le destin avait un étrange rebondissement en réserve. Des années plus tard, lorsque les Carpenters sont devenus une sensation mondiale, ce vieux vinyle 45 tours est devenu un objet de collection prisé. On estime qu'il n'existe aujourd'hui qu'environ 500 copies, chacune évaluée à environ 2000 $. À l'époque, cependant, Karen se voyait encore comme une simple fille de batterie, riant souvent à l'idée que sa voix puisse un jour être spéciale. Elle et Richard ont poursuivi leur quête musicale avec un nouveau groupe, Spectrum, qui a décroché un concert à Disneyland, jouant du jazz doux pour les familles et les enfants. Les années 1960 étaient une époque étrange. La jeunesse était déchirée entre la contre-culture hippie et leur amour nostalgique pour Mickey Mouse. Au milieu de la foule, quelqu'un a crié « Jouez Light My Fire », le tube des Doors. Souhaitant plaire au public, Spectrum a obéi. Ignorant que ce serait une décision désastreuse, la nouvelle de la performance hors marque a rapidement atteint Victor Gruber, le responsable de la division divertissement de Disneyland. Furieux, il s'est précipité et a été horrifié de voir Karen et son groupe jouer du rock psychédélique au milieu d'un parc familial. En quelques minutes, un verdict a été rendu. Ils ont été bannis du Magic Kingdom à vie. Karen est partie de Disneyland le cœur brisé. Pourtant, comme le destin l'aurait voulu, lorsqu'une porte se fermait, une autre, bien plus grande, était sur le point de s'ouvrir. 3 ans plus tard, en 1969, la véritable opportunité est enfin arrivée. Records a signé un contrat avec les frères et sœurs Carpenter, marquant un nouveau chapitre dans leur carrière. Leur album de début, Ticket to Ride, a été publié, nommé d'après la célèbre chanson des Beatles qu'ils ont reprise. Karen, une fan dévouée du légendaire groupe, s'inquiétait de savoir si ses idoles approuveraient leur version douce et féminine. À sa grande surprise, Paul McCartney, l'homme qu'elle admirait le plus, a écouté le morceau et s'est exclamé « Elle a la meilleure voix féminine du monde ». Cet éloge a profondément touché Karen. Mais la célébrité n'arrive jamais sans un prix. Karen, mesurant seulement 1,63, avait l'air minuscule derrière le massif kit de batterie qu'elle aimait jouer. Sur scène, le public voyait les baguettes voler, mais elle était presque invisible. Richard, qui s'occupait de l'écriture des chansons et des arrangements, manquait de charisme pour captiver la foule. Ils ont réalisé que pour vraiment conquérir le public, Karen devait s'avancer pour devenir le visage et la voix des Carpenters. Ce n'était pas une décision facile. Karen aimait jouer de la batterie. C'était son refuge, un endroit où elle pouvait se cacher des yeux du public. Pourtant, elle a finalement accepté d'engager un autre batteur, Cubby O'Brien, un ancien musetier de Disney. À partir de ce moment-là, Karen est devenue l'âme des Carpenters, tandis que ses chères batteries étaient lentement repoussées à l'arrière de la scène. En 1973, les albums du groupe portaient une signature distincte. La douce voix veloutée de Karen dominait, tandis que le son des tambours, autrefois son essence, devenait à peine présent. Mais comme nous le verrons plus tard, être au centre de l'attention a un coût élevé. Lors d'une interview au Japon, alors que les Carpenters étaient au sommet de leur gloire, un journaliste a eu du mal à prononcer le nom du groupe et a accidentellement dit « Lead Sister » au lieu des Carpenters. Le surnom est resté. Les fans japonais l'ont tellement aimé qu'ils l'ont imprimé sur des t-shirts. Et Karen, avec son sourire timide mais charmant, a fièrement porté un t-shirt étiqueté « Lead Sister » lors de nombreuses performances. Peu de temps après, la chanson « We've Only Just Begun » est devenue un phénomène. La chanson célébrait les nouveaux départs, l'amour et l'espoir, des émotions que des millions de jeunes couples de cette époque pouvaient voir reflétées dans leur propre vie. Sa mélodie pure, ses paroles romantiques et la voix douce et chuchotante de Karen en ont fait un morceau inoubliable. Richard, comme toujours, a fourni l'arrangement parfait pour la laisser briller. Peu de gens savaient que We've Only Just Begun avait à l'origine été un simple jingle pour une publicité bancaire, mais Richard en a vu le potentiel et l'a transformé en un classique éternel. D'une mélodie obscure, ils ont créé la chanson qui définirait l'esprit des années 1970.
En cherchant de l'inspiration pour une nouvelle chanson, Richard Carpenter regardait la télévision lorsqu'il a entendu un jingle publicitaire bancaire qui a attiré son attention. Il a immédiatement contacté les auteurs de la chanson et a acheté les droits. La publicité dépeignait un jeune mariage, donc lorsque Richard et Karen ont adapté et enregistré la chanson, ils ont gardé ce même thème. Et peu après, elle est devenue une sensation mondiale. La chanson « We've Only Just Begun » des Carpenters a été jouée à d'innombrables mariages, tellement qu'il est presque impossible de l'imaginer. Pourtant, de manière surprenante, cette douce chanson d'amour presque sentimentale a également été utilisée dans plusieurs scènes de films sombres et troublantes. La voix émotionnelle de Karen Carpenter résonnait de manière troublante à travers le film d'horreur 1408, basé sur l'histoire de Stephen King, et dans In the Mouth of Madness de John Carpenter, où les paroles lumineuses et pleines d'espoir de la chanson jouaient alors que le personnage principal était emmené dans un asile psychiatrique. À ce moment-là, Karen Carpenter était au sommet de sa gloire, avec des succès en tête des charts, des albums platine et une célébrité mondiale. Mais elle aspirait toujours à quelque chose qui semblait à jamais hors de portée: l'amour et l'approbation de sa mère. Pendant ce temps, Richard restait la source constante de fierté et d'affection pour leur mère, Agnès Carpenter. Peu importe à quel point Karen essayait, il semblait que sa mère ne se souciait jamais vraiment d'elle. Et ce vide émotionnel aurait des conséquences dévastatrices. En 1976, un moment apparemment inoffensif est devenu un tournant tragique dans la vie de Karen Carpenter. En révisant des images de l'une de ses propres performances, elle s'est fixée sur une photo prise sur scène. Les lumières illuminaient son visage radieux, mais tout ce que Karen pouvait voir était un corps potelé. Une vague de haine de soi s'est emparée d'elle. Depuis le lycée, elle avait parfois suivi des régimes, pensant qu'elle était un peu ronde. Mais cette photo a ravivé son insécurité et approfondi son obsession pour son image corporelle. Déterminée à corriger ce qu'elle voyait, Karen a choisi un chemin extrême. Longtemps avant que l'embauche d'un entraîneur personnel ne soit courante parmi les célébrités, elle en a engagé un, espérant atteindre la silhouette parfaite. L'entraîneur lui a conseillé d'abandonner ses anciennes habitudes et de suivre un régime strict de fitness et de nutrition. Karen a suivi chaque instruction avec une discipline totale, croyant qu'elle faisait la bonne chose. Mais quelques mois plus tard, lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir, elle a été choquée par son reflet. Son corps était désormais mince et musclé, loin du cadre féminin délicat qu'elle avait toujours désiré. La déception et l'insécurité ont frappé encore plus fort. Elle a immédiatement arrêté l'entraînement et a décidé de créer son propre régime parfait. Karen a commencé à compter chaque calorie, à peser chaque portion, transformant l'alimentation en un jeu cruel entre la logique et la peur. Lors des repas avec des amis, elle agissait joyeuse et offrait aux autres des bouchées de sa nourriture. Une tactique astucieuse pour réduire sa propre consommation sans éveiller les soupçons. Tout le monde pensait qu'elle était simplement généreuse. Tout le monde sauf sa mère, Agnès Carpenter. Karen faisait souvent semblant de manger sa part entière, mais passait discrètement des portions aux autres à table. Lorsque Agnès a remarqué le truc de sa fille, elle a essayé de contrer cela, en insistant pour que Karen goûte la cuisine de sa mère après, juste pour s'assurer qu'elle recevait suffisamment de nourriture. Malgré ses efforts pour aider, rien ne semblait fonctionner. La maladie avait déjà pris racine, et aucun amour ou contrôle ne pouvait arrêter son cours dévastateur. Lorsqu'elle est montée sur scène en 1975, le public était stupéfait, non seulement par sa voix cristalline familière, mais aussi par sa silhouette alarmante de minceur. L'efficacité de son régime envoyait des frissons dans le dos de ses fans. Des lettres affluaient de partout, suppliant qu'elle s'arrête. Mais Karen ne donnait qu'un faible sourire et disait qu'elle était juste un peu fatiguée. La pression sur elle continuait de monter de direction qu'elle n'avait jamais imaginée. Les Carpenters, les frères et sœurs Karen et Richard, avaient autrefois été le symbole de l'Amérique saine, douce, bien élevée et digne de confiance. Le président Richard Nixon les avait même loués comme les meilleurs de la jeune Amérique.
Mais tout comme le pays était secoué par le scandale du Watergate, l'image parfaite de la famille Carpenter commençait à se fissurer. La douceur sur scène est lentement devenue un masque que Karen portait pour cacher les blessures à l'intérieur de son âme. À 26 ans, Karen Carpenter était financièrement indépendante, une star mondiale adorée par des millions. Pourtant, elle vivait toujours avec ses parents, une situation qui l'étouffait plus que jamais. En 1976, elle a enfin déménagé, achetant 2 appartements de luxe à Century City, Los Angeles. Non pas pour se vanter, mais pour respirer librement pour la première fois de sa vie. Elle voulait vivre comme une femme ordinaire, avoir le droit d'aimer, d'être aimée et de fonder une famille à elle. Au cours des premières années de sa carrière, Karen évitait les relations. Elle croyait que sortir était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre alors que son emploi du temps chargé tournait entièrement autour des studios et des scènes. Mais à l'approche de ses 30 ans, un profond vide a commencé à grandir en elle. Les applaudissements après chaque concert n'étaient plus suffisants pour combler la solitude dans son cœur. Lorsque Karen s'est enfin ouverte à l'amour, elle s'est plongée dedans comme une tempête. Le premier était le producteur de musique Mike Curb, qui est ensuite devenu homme politique, suivi d'un membre de la famille Osman, la star de sitcom Tony Danza de Who's the Boss, et même le comédien Steve Martin. Ce sont des noms brillants, des rencontres glamour, mais aucune des relations n'a duré. Karen était douce et dévouée, mais peut-être que c'était cette même fragilité qui la rendait si facilement blessée. Au lieu de trouver l'amour, Karen s'enfonçait davantage dans son obsession du contrôle. Elle et Richard continuaient à faire des tournées à travers l'Amérique du Sud et l'Europe, emmenant avec elle son ami proche Rayoni pour le soutien. Mais Rayoni a vite réalisé que son véritable rôle n'était pas de se détendre, mais de veiller sur Karen, de l'empêcher de prendre secrètement des laxatifs pour garder sa silhouette. Son obsession du poids avait spirale hors de contrôle. Pendant cette tournée, les frères et sœurs sont apparus dans l'émission de la BBC Nationwide. Au début, tout se passait bien jusqu'à ce que l'animatrice Sue Loa oriente la conversation vers le corps de Karen. Devant des millions de téléspectateurs, elle a énuméré les chiffres montrant la perte de poids drastique de Karen et a demandé sans détour si elle souffrait d'anorexie mentale, un terme à peine connu à l'époque. Karen a forcé un sourire, essayant de rester posée comme toujours, mais la panique a scintillé dans ses yeux. Richard est rapidement intervenu, mettant fin à l'interview en disant « Nous ne sommes pas ici pour parler de ça. L'interview s'est terminée, mais la blessure est restée avec Karen pendant des années. Ce n'était pas seulement de l'embarras, c'était le sentiment d'être dénudée devant le public. La scène qui avait autrefois été son foyer d'amour et d'adoration s'était transformée en un lieu de jugement. En 1980, au milieu de son tourment personnel silencieux, Karen a rencontré Thomas James Burrus, un développeur immobilier beau et prospère qui semblait venir de mondes différents de la vie bruyante du showbiz dont elle s'était lassée. Il semblait réfléchi et calme, faisant croire à Karen qu'elle avait enfin trouvé la paix. Ils ont fréquenté pendant seulement 2 mois avant que Burrus ne s'agenouille et propose. Au départ, ils avaient convenu de rester fiancés pendant au moins 1 an. Mais Karen est devenue impatiente, non pas pour la célébrité ou la richesse, mais pour le rêve de maternité. Elle aspirait à un petit foyer chaleureux, rempli de rires d'enfants au lieu des tambours battants de la scène. Lorsqu'ils ont raccourci les fiançailles et annoncé leur mariage dans seulement 2 mois, les médias ont spéculé que Karen pourrait être enceinte. Pourtant, la vérité était bien plus sombre. Quelques jours avant le dîner de répétition, Burrus a révélé qu'il avait subi une vasectomie des années avant de la rencontrer. À ce moment-là, chaque rêve que Karen avait de devenir mère s'est brisé. Il est devenu clair que c'était la raison pour laquelle Burrus avait précipité le mariage, pour cacher la vérité avant qu'elle ne le découvre. Dévastée et trahie, Karen a appelé sa mère, Agnès Carpenter, suppliant pour des conseils et du soutien pour annuler le mariage. Mais la réponse de sa mère était froide. « Tu ne peux absolument pas annuler le mariage, a-t-elle dit. Tu as fait ton lit, maintenant, tu dois y dormir. » C'était le pire conseil que Karen ait jamais reçu. Le mariage a eu lieu comme prévu, mais le mariage s'est rapidement transformé en cauchemar.
Burrus ne se souciait que de l'argent, exigeant des voitures, des maisons et des luxes qu'il ne pouvait pas se permettre. Karen lui a donné tout émotionnellement et financièrement, lui remettant même des dizaines de milliers de dollars, parfois jusqu'à 50 000 dollars, juste pour de l'argent de poche. Son compte bancaire s'est réduit, mais pire encore, son esprit était écrasé. Burrus était cruel, arrogant et verbalement abusif, laissant Karen piégée dans la peur et la solitude. Tout ce qu'elle voulait, c'était être mère. Lorsqu'elle a appris qu'une vasectomie pouvait être inversée par chirurgie, Karen a supplié pour qu'il essaie, espérant qu'un enfant pourrait sauver leur mariage en déclin. Mais la réponse de Burrus était vicieuse. « Je n'aurai jamais d'enfant avec toi. Tu n'es rien d'autre qu'un sac d'os. » Ces mots ont brisé ce qui restait de son estime de soi. Après le mariage raté et les tournées épuisantes, Karen a enfin cherché de l'aide. En 1982, elle a rencontré le psychothérapeute Steven Levenven, qui prétendait se spécialiser dans le traitement des troubles alimentaires. Il pensait avoir vu des cas graves jusqu'à ce que les confessions de Karen le stupéfient. Elle a admis prendre 80 à 90 pilules laxatives chaque nuit. Encore plus choquant, elle utilisait des médicaments thyroïdiens pour accélérer son métabolisme malgré l'absence de problèmes thyroïdiens. Levenron a immédiatement confisqué les pilules et l'a exhorté à arrêter. Mais Karen était déjà piégée dans un cycle destructeur de dépendance. Désespéré, il a organisé une séance de thérapie familiale, croyant que l'amour pouvait la guérir. Toute la famille Carpenter a volé de Californie à New York. Dans la chambre blanche stérile, il a demandé à chaque personne de dire à Karen qu'elle l'aimait. Richard, son frère dévoué et partenaire musical, l'a fait facilement. Mais quand c'était le tour d'Agnès Carpenter, elle a froidement corrigé le médecin. « Appelez-moi Madame Carpenter » et n'a rien dit de plus. Elle ne pouvait pas dire les mots « Je t'aime ». La pièce est tombée dans un silence glacial. La séance s'est terminée sans résolution. Personne ne pouvait regarder Karen dans les yeux. Quand sa famille est partie, elle est restée à New York, s'accrochant à son dernier espoir en Levenron. Mais bientôt, son ami proche Rayon a découvert une vérité choquante. Levancron n'était pas un médecin agréé. L'espoir fragile de Karen s'est complètement effondré. Sa santé a rapidement décliné et elle a finalement été hospitalisée. Nourrie par un tube. Ironiquement, c'était la brève période où Karen semblait se rétablir. Elle a recommencé à manger 3 repas par jour et a même souri plus souvent. Croyant qu'elle était enfin assez forte, elle a décidé de quitter l'hôpital et est retournée à Los Angeles, l'endroit auquel elle avait toujours appartenu. Bien que son corps ait pris du poids, son esprit restait aussi fragile que du verre. Beaucoup croyaient qu'elle avait quitté le traitement trop tôt, mais Karen a simplement souri et a dit qu'elle voulait recommencer. Lorsque Karen Carpenter est retournée à Los Angeles, tout le monde croyait qu'elle était sur la voie de la guérison. Elle mangeait régulièrement, semblait plus énergique, souriait et riait avec des amis, et prévoyait même de retourner en studio d'enregistrement, l'endroit où elle et son frère Richard avaient autrefois brillé si intensément. Peut-être que Karen elle-même croyait qu'elle avait enfin échappé à l'emprise hantante de la maladie qui l'avait tourmentée pendant tant d'années. Mais personne n'aurait pu savoir que ces faibles rayons d'espoir étaient en réalité la dernière lumière avant l'obscurité du destin. Un matin de février 1983, Karen s'est réveillée tôt dans la maison où elle avait grandi. Elle est descendue, s'est préparée une tasse de café, a partagé une brève conversation avec sa mère, puis est retournée dans sa chambre pour se préparer pour la journée. Quelques heures plus tard, Agnès Carpenter est montée à l'étage et a été accueillie par une vue qu'aucune mère ne devrait jamais voir. Karen était allongée immobile sur le sol de sa vieille chambre, la même chambre où la fille qui avait autrefois captivé le monde avec sa voix reposait maintenant silencieusement pour toujours. Au début, la cause de la mort était un mystère. Karen ne semblait plus dangereusement mince. Elle semblait même se rétablir. Mais l'autopsie a révélé une vérité déchirante. Son cœur avait été gravement endommagé par un abus prolongé de sirop d'Ipac, un médicament utilisé pour induire des vomissements. Normalement réservé aux cas d'empoisonnement d'urgence, Karen l'avait tragiquement transformé en un outil d'autodestruction. Au fil du temps, le produit chimique a lentement érodé ses muscles cardiaques, réclamant finalement sa vie à seulement 32 ans.
La mort de Karen Carpenter a envoyé des ondes de choc à travers le monde de la musique. Non seulement elle était l'une des moitiés des Carpenters, le duo iconique qui a défini les années 1970, mais son décès a également déclenché une conversation mondiale sur l'anorexie mentale, un trouble longtemps mal compris et souvent minimisé. En son honneur, sa famille a créé la fondation commémorative Karen A. Carpenter pour financer la recherche et sensibiliser afin que d'autres ne souffrent pas en silence comme elle l'a fait. Pourtant, Karen a laissé derrière elle plus qu'une tragédie. Elle a laissé un héritage. Sa voix douce, chaleureuse et cristalline fait encore pleurer les auditeurs chaque fois que Close to You ou Rainy Days and Mondays passent à la radio. Des artistes comme Madonna, Shania Twain et d'innombrables autres l'ont citée comme une influence profonde. Le nom de Karen Carpenter reste immortalisé sur le Hollywood Walk of Fame, non seulement en tant qu'étoile, mais comme un symbole de fragilité, de talent et du lourd prix de la perfection. Des années plus tard, les hommages continuaient d'affluer. L'album de 1994, If I Were a Carpenter, le film avant-gardiste Superstar, l'histoire de Karen Carpenter, racontée entièrement à travers des poupées Barbie et des productions scéniques comme Party, où sa voix est devenue l'âme de la performance. Peut-être est-ce pourquoi même après toutes ces années, chaque fois que We've Only Just Begun passe, on a l'impression que Karen Carpenter n'est jamais vraiment partie. Elle chante simplement d'un endroit lointain. Un endroit libre de douleur et de faim, où son cœur peut enfin reposer.